Monsieur Meyer, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, Monsieur Mercier m'a demandé de vous présenter quelques observations de chirurgie viscérale qui ont posé quelques problèmes. Donc, je vais en présenter 3 ou 4, je vais respecter mes 15 minutes. Alors, le premier cas, c'est un homme de 72 ans, dont vous voyez les antécédents, avec notamment en 2000 une colectomie segmentaire avec une astomose colorectale pour une tumeur bilieuse. Quelques années après, en 2011, une coloscopie est faite dans le cadre du contrôle et on voit une récidive de la tumeur vileuse au niveau de l'anastomose et il est opéré au mois de mars. On lui fait une laparotomie, une résection rectocolique, puis une anastomose mécanique et est constatée une fuite d'air lors de la vérification d'étanchéité. On découvre dès lors une plaie linéaire d'1 cm sur la face antérieure du côlon, sus anastomotique. On impute les ciseaux ultrasoniques, le chirurgien fait une suture de cette perforation, il contrôle l'étanchéité qui est correcte et il draine le pelvis. Quelques jours après, voilà le déroulé post-opératoire. Il y a le drainage qui est abondant, 850 le 23, un peu moins le 24, avec une élévation des globules blancs et naturellement un taux de prothrombine qui s'abaisse. Le 25, le malade se dégrade, il a un hoquet, gaz et sel disparaissent, les globules blancs augmentent, la CRP se majore, on transfuse de 3 kg globulaires. Le 26, l'état clinique se majore encore, apparaissent des marbrures, une dyspnée, des signes de choc, il est mis en réanimation, on lui fait un scanner, une écho-abdo et on découvre une collection rétropéritonéale gauche, il est réopéré. Et on trouve une collection hématique en arrière du côlon gauche, collection importante, 800 ml, qui est en rapport avec une désunion de la suture du côlon abaissé. Le chirurgien met en place une colostomie sur baguette. Le 1er avril, il est en réanimation, on lui fait une trachéotomie, il séjourne longuement, comme vous pouvez le noter, 3 mois, il développe une neuropathie de réanimation, et le 19 avril, 1 an après, il est opéré, on lui resèque la colostomie et on la transpose en iliaque gauche et on lui fait la cure d'éventration qui est concomitante. Quand il est vu donc en expertise d'état actuel et suivant, bonne santé, il a une colostomie, il a une importante éventration péristomiale associée à un prolapsus et on lui propose le rétablissement de la continuité intestinale, ce qu'il refuse. Les 3 questions qui peuvent se poser: quid de l'indication chirurgicale initiale, on va en parler, quid de la prise en charge post-opératoire, on va la développer, et quid de la plaie du côlon. Alors si on analyse cette observation, quant à la nature du dommage et à son mécanisme, tout le monde a bien compris qu'il s'agit d'un choc septique, c'est une fascite nécrosante à partir d'une fistule colique, sur un côlon abaissé, puisqu'il avait été opéré initialement. Il y a un hématome important de la région disséquée qui siège d'une astomose colorectale qui avait été réalisée. Alors, les conclusions sont les suivantes. Il y a eu un retard à la prescription du scanner et à la réalisation de la laparotomie exploratrice. En effet, comme vous avez pu le noter, à J1, J3, J4 apparaissaient des signes quand même inquiétants au point de vue biologique, mais également au niveau des drains et au point de vue clinique avec des marbrures. Donc ça, c'est le premier élément. La confection d'une colostomie était nécessaire, elle était considérée comme transitoire, donc de 3 mois non définitive. Quand on continue l'analyse, la cause du décès est bien de causalité. L'indication de la résection colorectale initiale, bien évidemment, est justifiée. La suture de la perforation avec colostomie d'amont, d'accord, c'est un choix d'école, il n'y a pas de manquement à ce niveau-là. Par contre, à l'absence d'examen complémentaire, notamment le scanner, le 26 mars, a été considéré comme non conforme aux règles de l'art, car trop tardif. Idem pour la surveillance qui a eu lieu entre le 25 mars et le 31 mars. Concernant la plaie par ciseaux harmoniques qui a créé donc cette fistule, ça n'a pas été considéré comme une maladresse fautive. Il faut tenir compte des conditions locales qui étaient
noté à l'époque. Il y avait un état antérieur, une connexion. Alors, il y a un état antérieur. Celui-ci participe pour 50% dans la survenue de la complication, mais la gestion de la complication a été considérée comme non conforme, avec 50% pour la survenue des séquelles. L'infection, bien évidemment, n'est pas nosocomiale, elle est la conséquence de la fistulisation qui n'a pas été traitée chirurgicalement assez rapidement. En conclusion, les experts ont estimé que le dommage était plurifactoriel, 50% relevant des temps antérieurs et 50% quant au retard de la prise en charge chirurgicale. Les experts ont statué comme si, pour la réparation du préjudice, il incombait au chirurgien, la consolidation a été fixée avec, vous le notez, les DFP, les DFP, et on a conclu un DFP de 10% avec un préjudice sexuel de 50% lié à l'état antérieur. C'était la première observation. La seconde, c'est un homme de 60 ans qui a des antécédents de cholécystectomie par laparotomie en 85. Il a également des antécédents d'infarctus du myocarde, une hypertension, un diabète tabagisme. En avril 2009, il présente des douleurs épigastriques importantes, une perte de poids de 10 kg. On lui fait un scanner, et là, surprise, on lui trouve une aiguille métallique de 4 cm en avant du pancréas. Donc, ceci est en rapport avec la cholécystectomie, bien évidemment. Un bilan complémentaire est fait compte tenu de la perte de poids, et notamment une endoscopie digestive haute et basse. On met en évidence un endocarcinome du sigmoïde à 20 cm de la marginale. Le chirurgien décide d'opérer. Il opère le 23 avril. Soloscopie, il enlève l'aiguille, le corps étranger, et il resecte le côlon gauche avec un instrument scolorectal mécanique. Le test d'étanchéité est bon. Une antibiothérapie opératoire est instaurée et l'examen histologique montre une pièce 1T1 0 et pas de détail. Le 25 avril, écoulement par lame, il y a du Klebsiella, de l'entérocoque, on continue l'antibiothérapie. Le lendemain, épisode clinique de bactériémie et le surlendemain, apparaît une cellulite du flanc droit. On fait un scanner, découverte d'une collection liquidienne avec des bulles de gaz dans le flanc droit. On réopère en soloscopie première. Le chirurgien très rapidement convertit en une laparotomie médiane. Il y a un iléus important, des fausses membranes. Il découvre la collection septique déjà diagnostiquée dans le flanc droit, prélèvement bactériaux. On met en évidence une petite fistule en rétro-anastomotique. Le chirurgien met en place un module de drainage et il met en place une colostomie latérale transverse gauche qui ne sera ouverte que 48 heures plus tard. Il arrête le mentin, il remplace un mentaflagile, il le remplace par le thiéname. Le 31 mai, retour à domicile. Apparemment, les choses allaient bien. Le 24 novembre, on fait une endoscopie de contrôle rectosigmoïdienne. Qu'est-ce qu'on trouve? Une sténose anastomotique serrée, ulcérée, fistulisée dans la fosse iliaque droite. Le mois suivant, il est revu par le chirurgien qui fait un lavement à la gastrographine, objectif de la sténose anastomotique, la fistule dans la fosse iliaque droite, et il propose de dilater sous H. Le 9 février, donc un mois après, endoscopie de contrôle, l'anastomose colorectale est large, aisément franchissable, pas de dilatation, et un mois plus tard, lavement à la gastrographie, trajet fistule de borne. Un mois après, le malade fait un choc septique, il est hospitalisé et opéré. Le lendemain, on reprend la laparotomie, il y a une volumineuse collection pyostercorale dans le pelvis qui est drainée.
Le 13 avril, le malade est réopéré, redrainé, lavage du pelvis, et quelques jours après, compte tenu de l'état, il est transféré dans un CHU, réopéré 3 jours après, désunion complète de l'instomose colorectale, le chirurgien décide la terminalisation de la colostomie qui avait été mise en place initialement, il met en place la Mikulicz, et l'hospitalisation a lieu pendant 1 mois. Le malade rentre. Quelques mois après, le 8 octobre, tentative de rétablissement de la continuité qui est un échec, et le chirurgien terminalise la colostomie dans le fer. Le 15 octobre, le malade est réopéré parce qu'il est éviscéré. On met en place une plaque de Vicryl dans la trappe abdominale. Les suites sont marquées par une infection pariétale, des soins locaux. Il est hospitalisé pendant pratiquement 1 mois, puis réhospitalisé avec un dispositif par VAC. Et l'état actuel au mois de novembre, c'est un malade qui porte une ceinture abdominale. Il a une éventration médiane xyphopubienne de 28 sur 10, c'est donc important, une peau amincie, rougeâtre, et en contact direct avec les anses grêles, et une colostomie dans le flanc droit. À nouveau les mêmes interrogations, quid de la réalisation chirurgicale initiale, quid de la fistule anastomotique, s'agit-il d'une faute ou d'un aléa, quid de la colostomie mise en place, quid de l'éventration, faute ou aléa. Voilà les réponses des experts. Alors, cause du dommage et lien de causalité, concernant la fistule anastomotique et la mise en place d'une colostomie terminale, il a été conclu que l'indication opératoire initiale et la réalisation chirurgicale étaient conformes aux règles de l'art. On a vérifié l'étanchéité. La fistule anastomotique est considérée comme un aléa thérapeutique et la colostomie terminale est une conséquence directe de l'aléa thérapeutique. Par contre, concernant l'éventration, un point important, le fait de ne pas confectionner la colostomie le 21-12 donc 2009, alors que l'opération initiale avait été lieu le 23 avril, vous savez, il y avait donc cette réintervention, est considérée comme non conforme aux règles de l'art. On aurait dû effectivement mettre en place cette colostomie plus tôt. En effet, le 21 décembre, les chirurgiens ont constaté la sténose anastomotique, le trajet fistuleux, et c'est ce trajet fistuleux qui était à l'origine d'une infection chronique. Et cette situation devait bien évidemment conduire à terminaliser la colostomie pour dériver totalement les selles. Donc le retard mis à cette intervention a fait évoluer le tableau sceptique et a déterminé 4 interventions qui se sont succédées entre avril et octobre 2000. Donc l'éventration résulte d'une faute des chirurgiens. En effet, le retard à la réalisation de la colostomie terminale a entraîné une perte de chance de supprimer l'évolution septique et dès lors l'éventration, et cette perte de chance est estimée à hauteur de 90%. Il y avait bien évidemment des facteurs de vulnérabilité, diabète, tabagisme, qui étaient susceptibles de contribuer à la survenue au développement de l'infection de la fistule. Donc, le régime d'indemnisation était le suivant. Vous le savez, dans l'ONIAM, accident médical non fautif, l'ADA, c'est la solidarité nationale qui paye. Quand il y a une faute médicale, il y a une petite erreur, c'est l'assureur des chirurgiens. Dans le cas de figure, les dommages et préjudices ont été évalués de manière suivante. L'accident médical fautif a fait l'objet d'une DFP de 25% et des souffrances endurées qui sont marquées matérialisées ici. Et quant à l'examen médical fautif, qui est à hauteur de 90%, c'est-à-dire l'éventration, il a fait l'objet d'une indemnisation à 20% des souffrances endurées importantes et un préjudice esthétique qui était notable. Voilà, donc je ne vais pas, parce qu'on m'a fait signe de m'arrêter. Moi aussi, qu'on fasse une discussion, on va peut-être discuter un quart d'heure de ces deux exposés, sur bariatrique et sur la chirurgie digestive. J'ai peut-être une diapositive de conclusion, si vous le permettez, M. le Président. Alors, d'une part, le viatique qu'on peut effectivement donner aux jeunes chirurgiens, aux chirurgiens moins jeunes, c'est que l'indication chirurgicale doit être basée sur une analyse rigoureuse et étayer les avantages et inconvénients de chaque traitement possible. Ça, c'est un élément très important. Tous les traitements doivent être envisagés. Bien évidemment, l'information préalable du patient sur l'intérêt de l'intervention, les complications connues et les précautions à prendre. Ça, c'est le deuxième élément. On rencontre encore trop souvent des patients et des familles qui se plaignent de ne pas avoir été suffisamment bien informés. Un dialogue au sein de l'équipe pour qu'il n'y ait pas trop de divergences, on peut l'observer de temps en temps.
Ne pas accepter de déviance. Il y a encore trop de déviance dans les blocs opératoires où il y a des aides-soignants qui remplacent des infirmières, etc. Et ceci est relevé de plus en plus par les experts. C'est un défaut d'organisation. Toujours conserver une trace écrite de toutes les étapes de la prise en charge. On a trop souvent encore des observations, il n'y a pas de trace écrite, il n'y a que des ondits, etc. Exercer une surveillance, ça c'est très très important, post-opératoire, adapté à la pathologie, à l'acte et au patient, en collaboration avec le médecin traitant. Il faut marquer, écrire et informer régulièrement, et bien évidemment, on sans doute réagir de façon adaptée après un accident, une complication, et ne pas avoir de manquement à cet égard. Merci de votre attention. La parole est à la salle de M. Dubois. Il y a un micro derrière vous, monsieur. François Dubois, c'est une question d'ordre général. Comment sont désignés les experts, en particulier, par exemple, pour la chirurgie bariatrique, pour que quelqu'un soit désigné comme expert, combien faut-il qu'il ait fait lui-même de un tel procédé, de même pour la chirurgie viscérale? Si M. Binois veut venir aussi, si vous voulez bien venir ici, merci beaucoup. Il y a une réponse à contrario. Il n'y a pas de règle particulière, on ne peut pas vous donner le chiffre. Il y a une réponse à imposer ni anti-âge, ni anti-léger, ni anti-éthique. Rémi Bouillot d'abord. Jean-Luc Bouillot, je voulais savoir si les conclusions des experts sont souvent remises en cause, soit par les commissions CCI, soit par les plaignants qui demandent des contre-expertises ou des choses comme ça. Il y a une tendance de plus en plus, effectivement, à mettre en cause certains experts, du moment, comme que les avocats, qui estiment que l'expertise n'a pas été menée selon les règles habituelles, mais également dans certaines affirmations et dans certaines conclusions qui sont émises, qui peuvent effectivement signer peut-être non pas une incompétence de l'expert, mais peut-être une manque de pratique, puisque ça rejoint la question qui a été posée par le professeur Dubois, le manque de pratique dans certaines interventions chirourgicales. Ça a été observé. Oui, Philippe, je voulais que tu rappelles à la salle le nombre d'interventions de chirurgie bariatrique en France par an. Je ne sais plus, mais c'est de l'ordre de 6 000 ou 8 000 par an. 45 000. 45 000. 45 000. Et donc, alors, en 2017, dans le rapport qui va apparaître, c'était 45 000. est-ce que... Vient donc la deuxième question, qui est de savoir est-ce qu'il est possible d'établir un registre, ce qui a été impossible pour ce qui concernait les prothèses mammaires et lymphomes, parce que la CNIL a interdit la constitution d'un registre. Eh bien, est-ce qu'on envisage d'établir un registre de toutes ces complications de la chirurgie bariatrique? Je crois que c'est envisagé, mais ça n'est pas fait. Rien n'est fait comme en Scandinavie depuis 10 ou 20 ans. En matière, par exemple, d'orthopédie, tout cela existe. Mais chez nous, je ne crois pas. On peut répondre Oui. C'est une réponse à une question, c'est pas Ce qu'on peut dire, c'est que on peut dire que, par exemple, la chirurgie bariatrique, il y a une recommandation faite par la Société de chirurgie bariatrique, ce qu'on appelle la SOFCO, qui veut que tous les actes de chirurgie bariatrique soient enregistrés dans un registre. Et on a un mal fou à ce que tous ces actes soient enregistrés, puisque sur les 50 ou 55 000 actes réalisés chaque année, il y en a peut-être 10% qui sont inscrits actuellement dans le registre, il y en a 90% qui ne sont pas inscrits. Ne serait-ce qu'au sein de la science publique, il y a la cellule juridique coince en disant mais on ne va pas mettre nos données au sein de ce registre pour des problèmes de CNIL et autres choses comme ça. Et avant qu'il y ait la discipline de tous les chirurgiens pour mettre tous les malades dans un registre, il y a beaucoup de boulot. Là, je veux juste rajouter une petite parenthèse. Actuellement, vous savez qu'il y a des discussions sur la modification de la CCRL, et c'est M. Lioncan qui en est chargé. Et un des éléments clés, c'est peut-être qu'on sera remboursé que si on a mis son malade dans le registre. Donc c'est la seule information que je peux donner, c'est pas du tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est une discussion au niveau des tutelles qui nous paraît, nous, en tant qu'académie médicale, si vous voulez être remboursé d'un acte, il faut se mettre dans le registre. Philippe Bray, il y a Hubert d'abord, si vous voulez répondre. Vous voulez souligner, une des problématiques, c'est souvent les retards à la réintervention. Et il y
Et en particulier, il y a la réalisation d'examens complémentaires qui peuvent parfois retarder la décision. Alors, je ne dis pas que la décision peut être facile à prendre pour l'intervention, et comme leur nom l'indique, ces examens sont complémentaires. La chirurgie bariatrique nous a appris que quand il y a des signes de gravité, ça ne sert à rien de tergiverser, il faut réintervenir, mais on n'a pas besoin d'examen. Et par ailleurs, les anesthésistes qui ont analysé les résultats des scanners dans la chirurgie digestive montrent que ces scanners sont peu contributifs dans les jours qui suivent l'intervention. À partir de J5, J6, J7, ils sont souvent plutôt contributifs. Et lorsqu'on a un patient qui a des complications avec des signes cliniques de gravité, il s'avère que finalement, parfois, la réalisation d'examens complémentaires retarde la décision et ne sont pas forcément utiles. Ils sont, comme l'ordre l'a dit, ils sont uniquement complémentaires et ne doivent pas faire retarder la décision. Philippe? Oui, je voudrais revenir sur le fait que notre spécialité de chirurgie viscérale a totalement éclaté. On a maintenant des robotistes, des célioscopistes, des robotistes, des célioscopistes, des laparotomiseurs. Et je ne pense pas que, dans la mesure où on exige des experts qu'ils soient actifs et non pas retraités pour faire des expertises, il soit décent d'imaginer qu'on puisse, dans cette spécialité de chirurgie bariatrique, qui est une chirurgie nouvelle, accepter des expertises si on ne pratique pas cette chirurgie, et surtout fonder ses conclusions sur les recommandations de la HAS, car les recommandations de la HAS sont réputées être fondées sur des études qui ne sont pas toutes d'une puissance suffisante et par conséquent ne sont pas opposables. Les seules références opposables sont celles des sociétés savantes et des avis d'experts en ce qui concerne l'expertise. Et je crois que c'est un point à souligner. En ce qui concerne ce que nous a dit Christian Meillet, moi j'y vois une chose, mais elle n'est pas démontrée. Je trouve que la pratique de la colostomie lorsqu'il y a une fistule en astérose colorectale, je rappelle que les chirurgiens digestifs sont des chirurgiens qui ont le record des décès en post-opératoire en raison du fait de la pratique de la chirurgie colorectale. Je crois qu'il faudrait faire beaucoup plus de passes aux iléostomies lorsqu'on a une fistule qu'aux colostomies, soit de proche amour, soit transversale, parce que l'étude des dossiers souvent montre que leur établissement devient impossible et source de complications locales et pariétales importantes. Est-ce que M. Millon veut répondre à Oui, l'iléostomie de protection? Je partage tout à fait ce point de vue. Je pense qu'il est de plus en plus... Iléostomie terminalisée. Enfin, elle se terminalise d'elle-même. C'est un peu parfois, mais l'iléostomie est plus dérivative d'une part, et sa fermeture est évidemment plus facile qu'une colostomie. Et la colostomie, on le sait très bien, la moitié des cas, elle ne dérive que partiellement. Je voudrais profiter de poser une question qui me tient à cœur, et profitant des chirurgiens d'expérience et des experts d'expérience. Est-ce que vous croyez, au vu des dossiers que vous voyez, l'évolution des dossiers, que cette judiciarisation de la chirurgie a modifié l'attitude du chirurgien pour prendre sa décision? Parce que c'est un vrai débat, c'est-à-dire, quand on a quelqu'un qui va mal avec une fistule, est-ce que j'y vais, je reprends tout, je fais toute l'anastomo, je fais une guérison, je fais une colostomie, éventuellement même je terminalise, et là je suis quasiment sûr qu'il va être bien, mais d'un autre côté j'ai l'impression d'un public qui est de plus en plus informé médicaments, colon, ça devrait être dépendant. Donc est-ce que vous croyez que depuis 10 ans ou 20 ans, il y a une évolution? Parce que moi j'ai arrêté la chirurgie digestive, et ce n'était pas tout à fait la même ambiance, ce n'était pas le judiciaire, et quand on avait des complications, que ce soit chez l'homme, chez le etc., l'indication de reprise était très différente actuellement, mais puisqu'ils ont des méthodes interventionnelles, ils peuvent essayer de mettre un drainage, ou essayer de faire une ponction sous scale. Est-ce que vous croyez que ça a vraiment changé la mentalité? La réponse est dans la question, hein. Incontestablement. Et en diamant, c'est très difficile. C'est une appréciation très subjective, hein. Mais il est clair que les chirurgiens sont nettement plus vigilants, plus sur la défensive, informent mieux les patients, suivent mieux les procédures post-opératoires. Incontestablement, il y a une rigueur qui est devenue plus importante
depuis une vingtaine d'années. Alors il y a bien sûr, comme le soulignait M. le Président, il y a d'autres techniques qui sont apparues qui peuvent être un peu dilatoires en disant qu'on va sursoir à un geste chirurgical, on est parfois un peu trop attentiste, et c'est vrai que ce côté, un certain nombre d'expertises sont liées au fait que le post-opératoire, la réintervention chirurgicale a été beaucoup trop tardive. Je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que pour un certain nombre de chirurgiens, les examens complémentaires ont supplanté l'analyse clinique à bien des égards. Un chirurgien un peu confirmé aurait dit qu'il faut réintervenir, on ne va pas attendre le scanner, le machin, tout ce Oui, je voulais répondre à la question de Jean-Luc Bouillot qui est très importante. C'est comment sont choisis les experts par les juridictions. Alors je dirais de façon aléatoire. Et on voit de temps en temps maintenant des cas complexes de chirurgie digestive ou cardiovasculaire avec des experts qui ne sont pas chirurgiens. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de niveau, de compétence pour un expert pour prendre en charge telle ou telle expertise de telle ou telle spécialité. La troisième chose, c'est quelle est la connaissance et quel est le retour des jugements après les expertises des experts. Eh bien, ils sont de l'ordre de 5% dans les CCI qui représentent la plus grosse fréquence des plaintes à l'heure actuelle devant la simplicité et le moindre coût pour les patients, et qu'il y a certaines CCI, présidentes CCI, qui interdisent que l'on transmette le rapport de la CCI aux experts qui l'ont faite. Quelques-uns bravent cette chose-là, et c'est extrêmement difficile, ce qui est très dommageable. Alors, c'est moins vrai pour les autres juridictions, puisque pour l'administratif, généralement, on est destinataire du jugement, mais dans les juridictions civiles, je dirais que c'est 5% de retour. Donc on ne sait pas si, je veux dire, le message est bien passé, ou si on a fait correctement et personne ne peut s'améliorer. Jacques Belghetti. Alors, M. Belghetti, et après on bouclera. Deux commentaires. Le premier sur les registres. Les registres, c'est la maladie infantile terrible en France. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas remplis, et ils ne sont pas uniquement remplis pour des raisons de l'administration, ceci ou cela. Ils ne sont pas remplis parce que il y a un certain nombre de collègues qui n'ont pas compris que écrire, c'est soigner, et que donc il faut faire ces registres. C'est vraiment un problème sur qu'il faudra surmonter. Et toujours, on ne peut pas toujours dire que c'est la faute des autres. Je pense que les chirurgiens ont une responsabilité. Il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce qu'a dit Philippe Breil. Effectivement, les recommandations d'HAS sont toujours des recommandations qui sont assez anciennes, qui sont plus dans un contexte de conditions d'intervention, mais qu'on n'a pas, et on n'a pas des recommandations sur une pratique et sur une conduite à tenir devant les difficultés. Je ne sais pas quelle est la part des sociétés savantes et de ce que va faire HAS. Et je vois deux petits exemples. Le premier, c'est qu'on dit une réunion multidisciplinaire. Est-ce qu'une réunion multidisciplinaire, ça veut dire qu'un chirurgien, enfin qu'un malade doit se faire opérer par un chirurgien qui possède toutes les techniques? Ça, c'est déjà un point important. S'il y en a un qui fait que des sleeves, est-ce que c'est du vrai multidisciplinaire? Est-ce que c'est une vraie réunion? Le deuxième élément, qui est un élément capital, c'est la tendance à ce que maintenant les malades sortent de plus en plus tôt et que donc l'anticipation des complications et la façon dont ça doit se faire, c'est indispensable. Il va falloir que ça s'écrive. Voilà ce que les réflexions. Il y a une dernière question d'un expert ou d'une femme d'abord. Excuse-moi, Henri. Non, juste une petite réflexion entre le chirurgien et l'assistant Gosselin. Oui, je crois que vous avez raison, monsieur. L'expertise, c'est un moment très grave, mais c'est aussi une scène de théâtre. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et il y a les personnalités de chacun, les inimitiés entre avocats et autres.
Et je crois qu'on a effectivement tout intérêt, c'est de former des experts de grande qualité parce que je pense que pour être expert, c'est connaître son conseil, mais il faut au moins 6 à 8 ans pour connaître les rouages. M. Godin est terminé. Allez. Non, deux choses. D'abord, je voudrais vous remercier, messieurs, pour la qualité de ces affaires médico-légales qui ont permis de faire l'exégèse d'un certain nombre de points. Et je voudrais remercier les deux auteurs, parce que chacun d'entre vous avez fait sans double aveugle. Sur deux diapositives, il y avait écrit, dans le cadre de la prévention, Monsieur le Président, je pense que c'est capital, et presque toujours, dans ces cas, il existe des problèmes de communication avec le patient et la famille. Alors ça fait partie de la prévention. Un détail maintenant purement juridique. En ce qui concerne la formation des experts, théoriquement, il n'y a aucune formation obligatoire. Je vais retourner vers mon ami Jean-Luc Bossé, ça va le faire frémir. Mais de plus en plus, quand même, il y a des diplômes d'université, de formation expertise judiciaire, etc. Enfin, tout ça, c'est réglé. Et enfin, il faut savoir qu'en matière, il y a des avocats qui sauront mieux répondre que moi, mais l'opposabilité, qu'il s'agisse des consignes données par la HAS ou par les sociétés assurantes, ne sont pas stricto sensu opposables sur le plan juridique. Attention, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les appliquer et faire n'importe quoi. Mais encore une fois, merci. Dans le cadre de la prévention, la communication, je crois que c'est quelque chose qui est capital. Je suis moi-même expert après la Cour de cassation, mais en orthopédie traumatologie. Donc, et pour répondre aussi à une question des intervenants qui vous a été posée, monsieur, oui, depuis ces dernières années, au moins dans notre discipline, on s'aperçoit que la judiciarisation change les pratiques. Merci. Alors, je voudrais remercier les deux orateurs qui nous ont fait part de leur expérience et qui ont donné des conseils pour les jeunes ou les futurs vocations.